Bonjour à tous, je suis Marina Rampeneau du Repère. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. On se réunit pour la conférence Atelier Apéro filmée en haute dynamique. Alors peut-être que tout le monde ne connaît pas le Repère finalement, parce qu'il y a des gens qui font partie de la communauté depuis longtemps et d'autres qui découvrent peut-être le Repère au travers de cet événement. Donc le Repère, c'est une communauté en ligne de vidéastes professionnels et avancés qui existe depuis 1997 maintenant, depuis longue date. Il y a eu dans le passé des événements. Aujourd'hui, on continue dans cette tradition, mais avec un modèle un petit peu différent. On a voulu rassembler des vidéastes aujourd'hui pour faire le point sur une technologie. Donc l'idée, c'est de se transmettre un peu de connaissances, et c'est aujourd'hui Forest qui s'y colle et qui va nous parler de haute dynamique, de HDR. C'est une conférence atelier apéro, donc après la conférence de Forest, on va tous se retrouver pour échanger, un moment de convivialité, et notamment autour des partenaires qui sont venus avec beaucoup d'équipements et l'ensemble de leurs solutions HDR. Et je vais tout de suite laisser la parole à Forest pour la conférence. Merci, à tout à l'heure. Voilà, je suis Forest Fumbo, je suis chef opérateur, à la fois au cinéma et en télévision. Et je suis venu vous parler de haute dynamique, dans le sens large de la haute dynamique. On va utiliser souvent l'acronyme HDR. Je suis désolé, à la fin de la journée, vous n'allez plus en pouvoir de ce truc-là. C'est marqué partout. Mais voilà, deux petits mots pour le programme. Il va y avoir forcément un petit peu de technique, on va discuter un peu de ce que c'est. On va aussi discuter savoir-faire. Comment est-ce qu'on fait ? Ça, c'est quelque chose que moi, je trouve absolument passionnant. Et ça, si ça peut mener un petit peu dans une sorte de discussion. Hein, vous avez compris, la conférence atelier, c'est un atelier. Tout n'est pas écrit encore dans le HDR. C'est quelque chose vraiment assez naissant, à la fois en termes de technologie, mais aussi en termes de savoir-faire, puisque personne n'a jamais vraiment fait du HDR jusqu'à il y a très très peu. Et on n'est pas tous sûrs de savoir comment faire pour bien faire. On a un nouveau jouet maintenant, on a quelque chose de sympa. Vous commencez à le voir arriver un peu partout. Hein, tu ne peux pas échapper à l'acronyme HDR en allant à la Fnac, à Carrefour, dans les magasins, les caméras modernes, etc. On commence à en voir un peu dans tous les sens. Le tout, c'est de savoir comment est-ce qu'on va exploiter ça. En tout cas, qu'est-ce que ça nous apporte et comment, si possible, continuer à prendre du plaisir à faire nos images et à les voir projetées, les voir diffusées. Ça vous va? Donc, en termes de programme, je vais reparler de dynamique, essentiellement pour repréciser les choses. Il y a moins de 40 pages, promis. Ça va, j'ai réussi à tenir le truc. Je voulais vraiment faire plus de pratique que de PowerPoint. Et donc, vous avez ici une installation un peu spéciale que j'ai manufacturée pour l'événement. Vous avez une scène à haute dynamique. Le contre-jour vous aura pas échappé, j'assume, en rentrant. Donc quelque chose qui va alimenter, j'espère, la conversation. On a des caméras haute dynamique, il y en a partout. Tout le bordel ici marche en HDR. On a des écrans HDR, plusieurs technologies. Donc on pourra en discuter et parler des différentes technologies. Voilà, j'ai manufacturé un système qui est temps réel. On peut faire du HDR temps réel, y compris l'étalonnage temps réel et la masterisation temps réel. La masterisation, c'est pas vraiment temps réel par définition, mais vous voyez ce que je veux dire. On va pouvoir justement bûcher les images. Ici, donc prise de vue, on a des caméras avec des optiques, on a des projecteurs, tout est pilotable, et on a aussi du coup une station DaVinci Resolve capable de nous produire un étalonnage temps réel sur un signal issu des caméras. Voilà. On va parler donc un petit peu des termes techniques. Je sais que vous les adorez. Hein, OETF et OTF et l'OOTF. Ça, c'est des super acronymes. Même dans les tapants, on n'arrive pas à s'empêcher de faire des fautes de frappe. Il se peut que j'en ai laissé encore dedans. C'est le jargon du métier. Je vais juste, pour ceux qui ne connaissent pas ces termes-là, je vais vous les traduire en jargon que vous connaissez. Et vous verrez qu'en fait, vous les connaissez très bien, ces termes. Enfin, au moins, ce à quoi ça correspond. Le voir ici. Et puis ça va nous mener un petit peu, ça va présenter la techno, ça va nous amener à qu'est-ce qu'on en fait exactement. Certains viennent effectivement peut-être du monde du cinéma, j'en connais 2-3 qui sont dans le cinéma, beaucoup de gens de la télé, je vous connais pas tous, mais voilà, donc c'est des technologies qui viennent effectivement pas du monde de la télévision. À l'origine, on va parler de large gamut, on va parler de log, on va parler d'espace de couleurs, un truc que les gens en télévision n'ont pas vraiment eu à vraiment se poser comme question. L'espace de couleurs en télé était assez
le même, quoi. Ça bouge pas trop. Donc il y a pas mal de savoir-faire qui viennent plutôt du cinéma numérique, qui se sont invités un peu dans le monde de la télévision. Certains sont peut-être chef op, certains sont peut-être assistants caméra en télévision. La première fois que vous avez entendu parler du log tout court, je parle même pas de white gamut, d'espace de couleurs, juste une courbe logarithmique sur la caméra. J'en connais encore que ça terrifie, donc ça, en tout cas, que vous trouvez difficile à rentrer là-dedans. Donc voilà, c'est pour parler un petit peu de tout ça, hein, comment est-ce qu'on fait pour exploiter ça. Et puis évidemment, ça va nous mener à une vraie démo HDR avec un display HDR. On a nos écrans ici, on va en profiter. On a plusieurs technologies, donc ça sera l'occasion d'en discuter. Et je filerai 2-3 petites infos sur les normes. Ça ne ferait pas énormément, de toute façon on n'a pas vraiment le temps de rentrer dans tous les détails. Tous ces documents sont de toute façon en ligne, donc on pourra les explorer un peu plus, mais c'est surtout attirer votre attention sur les choses qui sont importantes, les cases à cocher et les choses à remplir, que vous soyez au moins au courant de leur existence. Donc je vais commencer avec les écrans. On va parler de nos pixels. Alors, il fut un temps où on exposait des morceaux de pellicule, du celluloïd. De nos jours, on élève des pixels, comme dirait un certain ami à moi. Moi, je bichonne mes pixels, en tout cas, ça c'est sûr. Je suis un enfant du numérique, je connais bien le numérique. On a vu beaucoup de choses changer avec les technologies, parce que oui, c'est la nouvelle technologie. Ça n'a de cesse d'évoluer, des nouvelles inventions, et ça arrive sur le marché, on peut voir si on s'en sert ou pas. On a vu beaucoup d'augmentation de la surface, c'est-à-dire le nombre de pixels. Hein, les premiers modèles, les systèmes A, je crois que c'était 200 lignes, un truc comme ça, 240 lignes. La SD, vous vous souvenez probablement, le BT601 avec ses 576 lignes en Europe. La HDTV, peut-être, 1080 lignes. Ça commence à devenir HD. En UHD, on parle de 2160 lignes. Vous savez, évidemment, le 8K, nos amis japonais ont commencé même un petit peu avec le 8K, genre sérieusement, à vraiment faire de la télévision en 8K, et ils y croient. Et donc ça donne la possibilité d'avoir une télé énorme. Pour l'instant, il faut être japonais pour apprécier aussi, avoir une télé de 4 mètres dans son studio de 12 mètres carrés. C'est parce que c'est ça aussi, le Japon. C'est un certain goût pour le multimédia qu'on n'a peut-être pas ici, ou peut-être pas encore, aucune idée. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Je pense que j'ai pas marqué une seule fois le mot 4K dans la presse. On va pas parler de 4K, c'est vraiment pas le but de parler du nombre de pixels. Pour moi, celui-là, il est directement indexé à la taille de la dalle. Et manifestement, une grande dalle, il faut peut-être des pixels un peu plus nombreux pour peupler tout simplement cette grande surface. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité des pixels. On est vraiment sur cette thématique ici. Et ça a beaucoup évolué, la qualité des pixels avec le temps. Si vous me demandez mon avis, on sera amené à en discuter. En termes de changement technologique, le passage au HDR actuellement me fait beaucoup plus penser au passage du noir et blanc à la couleur qu'à n'importe quel autre passage qu'on ait connu. Le passage SD-HD, que certains se souviennent, c'est assez récent. Le passage HD 4K qui va se faire très prochainement, ou qui a même un petit peu commencé. Cela, c'est vraiment que de la taille, essentiellement. Avec le 4K, il y a des petites choses, on peut rentrer dans le détail, mais à la louche, c'est pas spectaculaire en termes d'image. La qualité de chaque pixel individuel, pour moi, reste assez similaire. Et la dernière fois qu'on a vu un changement d'espace de couleur, pour moi, c'était le passage du noir et blanc à la couleur. Depuis, il y a des petites choses qui ont changé, subtiles. Le passage numérique a quand même apporté pas mal. On a des images qui sont meilleures en qualité, ça, il faut être réaliste, mais différentes, pas tant que ça en réalité. C'est juste la même image, ce qu'elle aurait dû être, qui est mieux faite, parce que c'est fait en numérique. Donc voilà, la première chose qu'il faut peut-être commencer à installer, du coup, c'est quoi exactement la dynamique ? C'est un petit peu... c'est pas vraiment beaucoup de la technique. Juste repartir des bases, et peut-être j'enfonce une porte ouverte. Il ne faut pas oublier que ce qu'on fait... Moi, je suis caméraman, du coup, donc les chefs-op, c'est notre boulot, c'est globalement amener des images à des gens. Si on prend la mission initiale même, je pense au film des Frères Lumière, c'était rapporter la réalité. Ils ont inventé le reportage, les Frères Lumière. Rapporter la réalité d'un endroit où il y a une scène vers un spectateur, du spectacle vers le spectateur. Il y a de la lumière quelque part, et on veut reproduire cette même lumière ailleurs. La même lumière, notez bien, c'est ça l'élément probant ici.
C'est le fondement de la technologie. Et ça marche plus ou moins bien. Mais si on va parler un peu justement de cette lumière. Hein, c'est ça l'objet, la chose dont on parle ici. On a plusieurs unités pour en parler. Hein, vous avez sûrement vu des lumens, des lux, des candela, etc., ce genre de choses-là. Moi, je vais surtout m'intéresser à l'éclat perçu, hein, puisque là, on parlait justement du spectateur, on parle de l'effet que ça fait sur notre œil. Donc nous, on parle typiquement en candela par mètre carré. C'est globalement la surface de lumière qu'on perçoit d'une surface. Hein, est-ce qu'une surface est brillante ou est-ce qu'elle est sombre, et on peut mettre des nombres dessus, assez précis, en candela par mètre carré, c'est notre unité. Typiquement, les écrans, peut-être vous connaissez le terme américain, le nit. C'est exactement la même chose. C'est très littéralement une traduction. Donc du coup, voilà, nit, candela par mètre carré. On voit les deux mentions et on va utiliser ça beaucoup ici. La lumière est c'est un peu compliqué à gérer. C'est pas tant finalement la lumière qui est bizarre. La lumière est tout à fait normale. C'est une quantité d'énergie, littéralement, qu'on peut mesurer. On peut convertir d'ailleurs la lumière en électricité, l'électricité en lumière. Ça se convertit très bien. Ça devient bizarre quand on regarde le corps humain et la manière dont on perçoit la lumière, dans la manière dont on perçoit les quantités. Si on a une faible luminosité, des petites variations de lumière font une énorme différence. La nuit, si il fait assez noir pour qu'on se tape la tête contre les murs, vous sortez votre iPhone de la poche et la petite brillance à pelle pâle que fait l'écran blanc suffit à se naviguer dans le noir. Et en plein jour, vous savez très bien que cette même petite brillance pâle, on la voit même pas. On peut éclairer le sol en plein jour avec son téléphone, ça change absolument rien. Hein, plus la lumière augmente, et moins on est sensible finalement aux variations de lumière. Nos neurones s'insensibilisent avec le stimuli, à mesure que le stimuli augmente. Tous nos sens sont comme ça. Prenez 1 kilo dans une main, prenez un deuxième kilo dans la même main, on a 2 kilos, c'est pas 2 fois plus lourd, c'est que 1,5 fois plus lourd. Vraiment, pareil pour le son. Donc typiquement, c'est difficile de compter les échelles linéaires parce que ça donne des nombres qui explosent très vite. On commence petit avec une bougie, et puis pour sentir plus de lumière, on va mettre 2 bougies. Okay, ça fait 2 fois plus de lumière, ça c'est cool, mais on voit pas 2 fois plus de lumière, on voit à peine plus de lumière. Il faut quadrupler après, multiplier par 8, je suis sûr qu'il y a un adjectif pour ça, multiplier par 16, 32, 64, 128, hein, c'est des nombres qui grandissent très vite, l'échelle linéaire. Donc typiquement, nous, on utilise une autre unité. Moi, je vais me restreindre au diaph, parce que ça, c'est quelque chose... c'est vrai que ça fait un peu caméraman de dire un diaph. Concrètement, c'est l'iris sur une caméra. Il y a un terme officiel, c'est l'IL, l'intensité lumineuse. Voilà. Ça correspond à un changement énergétique à doubler ou diviser par 2. Hein, rajouter un diaph de lumière, c'est littéralement doubler la quantité de lumière. Vous avez un projo de 800 watts, par exemple, grand classique, ça manque de lumière, vous mettez 1600 watts, c'est un diaph plus lumineux. Pour obtenir un diaph plus lumineux de plus, il faut maintenant 3200 watts. Hein, ça double à chaque fois, 6400 watts, etc. Donc voilà, parce qu'on le perçoit comme ça. C'est la manière dont on perçoit les choses. Et ça nous permet aussi du coup d'avoir une échelle finalement plus petite. Ça augmente pas. J'ai mis ici une petite image du pôle Nord. C'est un boulot sur lequel j'étais chef-op. Et on a ici, j'ai réussi à obtenir quelques petites images. Jean-Yves Martin nous a amené les disques durs. J'ai à la fois des rush RAW du coup et la démo HDR montée et la démo SDR montée. Donc pendant l'atelier, on va essayer de se faire une chouette projection justement sur les différentes technologies d'écran qu'on a. Issu du pôle Nord. Et ça, normalement, ça marche assez bien intuitivement auprès des gens. La notion de forte lumière, de texture, hein, la neige, plein de blancs différents. Et si vous regardez les valeurs que j'essaie de mettre à côté, si on prend des valeurs en candela par mètre carré, c'est un peu arbitraire ce que j'ai fait ici parce que j'ai matché ça sur la taille des capteurs, mais si on a un blanc, admettons, qui clip à 65 000, un diaph en dessous c'est 32 000, 2 diaphs en dessous c'est 16 000, ça décroît très très vite. Si vous voyez le milieu de l'image, le gris moyen il est à peu près à 1024 sur 60 000. C'est quelque chose d'assez étrange, on partira de ce gris moyen. On a beaucoup de valeurs importantes en bas. Et si on regarde une scène, si on essaie de mesurer en nit, ça c'est un document Dolby. Dolby a travaillé beaucoup pour le HDR. On doit énormément à Dolby et à leur laboratoire pour avoir créé des choses qui sont devenues des normes, littéralement, et qui ont fini par être approuvées et devenir une norme. Ça, c'est des luminosités perçues, mesurées. Typiquement à la cellule, hein, on peut mesurer cet écart ici, et entre un extérieur jour, et là j'ai extrait juste une photo, c'est pas la pire, c'est celle d'après qu'ils ont communiqué était encore plus forte en dynamique, mais déjà on arrive à peu près à 16 diaphes de dynamique sur ce décor.
c'est l'écart qui est entre le plus sombre et le plus clair. Le plus sombre est à 0,08 nits, 10 puissance moins 2, c'est des toutes petites luminances, et la zone la plus claire est à 6 kilonits, 6000 nits. Et si je fais le ratio, on va diviser le plus grand par le plus petit, on obtient 70 000. C'est plus que 16 diaphes de dynamique, c'est 16 diaphes et des brouettes. Le diaphe de dynamique, on n'oublie pas, on multiplie, on divise par 2. Donc 2 puissance 16, ça fait 65 000, justement, on est à la louche entre 16 et 17 diaphes de dynamique. Donc ça, c'est notre ratio de contraste, c'est notre écart entre notre zone la plus claire et la plus sombre. Et ça c'est open bar. Chaque scène de la vie nous propose un contraste différent. Il fait gris, c'est un extérieur nuageux, et vous êtes dans un décor ouvert. Vous avez une toute petite dynamique. La zone la plus sombre, elle est à une certaine valeur. La zone la plus claire, elle est à peine plus claire. Tout est gris, c'est plat, c'est délavé. J'ai lu une bonne blague sur Internet un jour, une blague de caméraman. Ça se passe comme ça, c'est votre caméra ne tourne pas en log, venez déménager en Angleterre. Tout ressemble à du log. Et les caméramans comprendront cette blague, évidemment, les autres peut-être pas. Je la trouvais très bonne, justement, parce que tout est gris, justement. Tout est gris, délavé, tout est plat. Et parce qu'à ce moment-là, la vie propose pas beaucoup de contraste en réalité. Et donc cette notion de ratio de contraste est vachement importante. Parce que de l'autre côté, ça c'est ce qu'il y a sur la scène, de l'autre côté, il y a nos écrans. Il y a ce qu'on essaye de reproduire. Et là, le ratio de contraste, il est méga ultra fixé. Il est gravé, c'est le blanc de la télé, c'est 100 nits. C'est ce que fait une télé. Elle est programmée pour que le tube émette au maximum 100 nits. Son noir, particulièrement si l'ambiance lumineuse est élevée, son noir est très élevé aussi. On est de l'ordre d'un demi-nit, peut-être un quart de nit si ça se passe bien, qu'on a des... Je sais pas, sur l'OLED vous arrivez plus bas quand même, si je me souviens bien, à avoir des noirs vraiment bien. Mais quoi qu'il arrive, du coup, sur une télévision classique, en tout cas, le plus haut c'était 100 nits. Et au cinéma, on arrive à avoir des beaux noirs, c'est riche quand même. Parce qu'au cinéma, on projette dans le noir, donc ça se passe bien. Il y a un peu moins de, il y a un peu de flair évidemment. La scène rééclaire, mais typiquement les cinémas, vous savez, il y a du velours au mur pour éviter que justement l'écran soit trop rééclairé par lui-même. Et donc on arrive à avoir un assez beau contraste, mais le blanc est plus bas en réalité. Une bonne salle, bien, si tout se passe bien, elle est à 48 nits. C'est encore moins lumineux finalement qu'un téléviseur ordinaire. Donc on arrive peu ou prou au même taux de contraste en réalité. Ça se passe bien grâce au fait que la projection se fait dans le noir et pas en plein jour. Et ceux qui ont déjà testé de regarder une vidéoprojection en plein jour, et on est presque dans ce cas ici, on est déjà un peu borderline ici, avec ce projecteur ici, voilà, la lumière, elle noie les noirs, en fait, elle relève le niveau de noir, et donc notre ratio de contraste diminue. L'écart qui est entre les plus hautes et les plus basses lumières. Et ça, c'est une problématique forte quand on essaye de reproduire un taux de contraste qui existait, qui était naturel. On avait un écart fort entre haute et basse lumière, et on est un peu embêté. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté sur la télévision pour reproduire ça ? Donc ça, c'est une problématique qui date, à la louche un siècle, quoi, depuis qu'on fait de l'image. Longtemps avant que ce soit du numérique, il y avait déjà cette problématique. C'est que le projecteur de cinéma, fût-il des frères Lumière, il avait aussi un ratio de contraste fixé par la puissance de la lampe. Peut-être même des puissances de lampe moins fortes que ce qu'on a maintenant. On met des lampes assez costauds dans les projecteurs. Et si on mesure en fait la dynamique sur un écran, on va dire ordinaire, évidemment il y a plusieurs technologies d'écran, mais ça, à la louche ça fait 6-7 diaphes de dynamique. Donc ça c'est un nombre peut-être que vous connaissez, en tout cas que vous avez déjà entendu. La télé c'est 6 diaphes de dynamique. Peut-être 7, voilà. Je ne veux pas rentrer dans le détail, ça va peut-être sûrement dépendre des technologies, mais l'écart entre plus haute et plus basse lumière n'est pas tout à fait énorme. Et si vous avez la scène qu'on avait en étude juste avant, on parlait de... Je vous ai montré une au pôle Nord à 16 diaphes de dynamique, celle de Dolby, 16, quelque chose de dynamique. C'est beaucoup plus de diaphes de dynamique que ce que la télé peut afficher. Et ça c'est un problème qu'on connaît, que tous les caméramans connaissent quasiment. On a une scène avec une dynamique qui est variable. J'ai marqué 100 000 plus parce que va savoir ce qu'il y a dans la vraie vie, dans la nature. On a une dynamique côté capteur. Notre caméra, elle a une certaine limite. De nos jours, elle est quand même assez élevée. Je connais personne quasiment qui est en dessous de 14 diaphes de dynamique. En tout cas, personne n'est en dessous de 12 diaphes de dynamique. Ça, la plupart des caméras modernes, même les modèles peu chers, arrivent à encaisser assez facilement 12 diaphes de dynamique. Et puis de l'autre côté, la télé. Ou le projecteur de cinéma. Le dessin est supposé être parlant ici. Je parle de ratio de contraste. Voilà, on est sur des grandes différences de contraste. Ça va ? Personne n'a de questions ? Ça se passe bien ? C'est bien, tout le monde comprend. Donc je l'ai dit un petit peu rapidement, je l'ai glissé en passant quasiment.
Pour moi, le passage du SDR au HDR, excusez les acronymes encore une fois, ce que c'est en substance, c'est un changement d'espace colorimétrique. Peut-être pour commencer l'explication sur l'espace de couleur, je vais commencer avec le gamut. Gamut, vous avez déjà entendu le terme ? Tout le monde a entendu gamma en général, et gamut, il y a toujours des surprises. Donc le gamut d'un système, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de générique. C'est, pour être tout à fait très simple, c'est toutes les couleurs que ce système peut capturer ou reproduire. Toutes les couleurs. Et avant de rentrer justement dans nos technologies, les caméras, le numérique et tout le bordel, j'ai décidé de prendre un système plus simple, pour ceux qui n'avaient pas suivi justement ce que c'est exactement un gamut, la peinture, le dessin à la peinture. Ça, c'est un système aussi. Et selon la technique employée, je peux mesurer son gamut. On peut mesurer quel est l'espace, quelles sont les couleurs qu'on a à notre disposition. Donc un crayon gris, manifestement, vous n'avez pas de couleur du tout. Et tout le monde le sait. Avec un crayon gris, j'ai que du gris. Je n'ai même pas vraiment de noir d'ailleurs, c'est un peu gris palichon. Et le blanc, on a le blanc de la feuille de papier. Donc ça nous donne comme ça un volume de gris différents. Des gris différents qu'on peut utiliser. Évidemment, si vous utilisez de l'aquarelle, ça y est, on commence à avoir de la couleur. Mais vous le savez aussi, l'aquarelle ne donne pas des couleurs très intenses. Donc on dit que c'est un gamut relativement petit encore. Il n'est pas très très grand ce gamut. C'est un petit gamut. On a de la couleur, mais que des couleurs douces. Les pastels, peut-être un peu plus intenses les pastels parce que c'est vite à l'huile. Et avec de l'huile, on arrive à des concentrations un peu plus grandes en pigments. Mais avec les pastels, on n'est toujours pas très saturé. Il faut commencer à rentrer dans la peinture à l'huile pour commencer à avoir des reproductions très colorées. Et donc à chaque fois que j'ai changé de technique ici, en passant du crayon à l'aquarelle, au pastel, à l'huile, j'agrandis le gamut. Je choisis un gamut de plus en plus large, en choisissant ma technique. Et c'est important, ça c'est directement lié à l'actuel matériel, littéralement. Il faut qu'un appareil, une caméra, un téléviseur, un truc comme ça, ait les capacités physiques de reproduire des couleurs pour qu'on puisse considérer que c'est son gamut. Et d'ailleurs ça se mesure, on peut mesurer le point de gamut, et quand on le mesure, c'est toujours un peu chaotique, évidemment, selon les couleurs, ça se passe mieux ou moins bien. Mais à la louche, on peut quand même caractériser et déterminer, ok, cette dalle, elle a tel gamut, cette dalle a tel gamut. Voilà, ce sont les couleurs qu'elle peut reproduire. La question, c'est comment est-ce qu'on fait du coup pour les comparer entre eux ? Et finalement, j'ai fait appel à votre intuition en vous parlant de pastel et d'aquarelle, mais c'est pas très précis. C'était juste, c'est plus coloré. Ça c'est de l'intuition. On a des outils quand même qui nous permettent de vraiment mesurer très exactement les différences qu'il y a entre un système et un autre. Et c'est extrêmement utile parce que ça nous permet de convertir les images d'un système à l'autre. Ça c'est super utile aussi, quelque chose qu'on doit pouvoir faire, qu'on fait d'ailleurs sur des bases quotidiennes dans certains métiers. Je pense à la photographie, qui ont au moins deux gamut très différents. Leur espace RGB de photographie, la prise de vue, et l'espace CMJN d'impression. C'est deux gamut très différents. Ils doivent convertir, à chaque tirage photo, ils doivent convertir ces deux gamut, passer de l'un à l'autre. Et pour passer de l'un à l'autre, du coup, on utilise des espaces de couleurs. C'est des références. C'est quelque chose qui est absolu, qui a des coordonnées, et qui nous permet de mettre en relation, justement, une paire de nombres, ou plutôt un triplet de nombres, pour être tout à fait honnête. La plupart du temps, c'est comme ça. Parfois, c'est 4 nombres. Le CMJN, c'est 4 nombres d'ailleurs. Ça met en relation ces 3 ou ces 4 nombres avec une actuelle couleur, quelque chose qu'on connaît, qu'on peut mesurer dans la nature, dans la vraie vie. Ici, on a tous les espaces RGB du monde. J'exagère, ils ne sont pas tous là, mais on a toute une collection d'espaces RGB. Vous reconnaissez peut-être au centre l'ITU, le BT709. Voilà. BT709, ça ne veut pas dire que ça, évidemment. Il y a plein d'autres choses qui rentrent dans cette recommandation, mais ça c'est en tout cas ce triangle-là, et surtout ce qui est compris dans ce triangle, sont toutes les couleurs qu'un téléviseur est supposé afficher. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire d'ailleurs, ça c'est la recommandation officielle, c'est qu'il se doit de reproduire, ou d'être capable de reproduire toutes ces couleurs-là. Et en tout cas, nous on va présumer qu'il en est capable quand on prépare des images pour ce téléviseur-là. Et comme vous voyez, on a différentes tailles aussi. Donc il y a des systèmes qui sont plus ou moins capables que d'autres. Grâce à cette représentation, dans un espace CE 1931 ici, on a une représentation qui nous permet de comparer. De combien plus grand alors ? Et quelle couleur nous manque ? Il faut lire évidemment du rouge, enfin de l'infrarouge, mettons d'un côté jusqu'à l'ultraviolet de l'autre. Vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui font le bord. Et puis vous avez les couleurs composites. Le magenta est une couleur composite. Il n'y a pas de longueur d'onde magenta qui existe dans la nature. Ça, c'est notre œil qui reconstruit le magenta. Le magenta est une construction totalement mentale. Il n'y a pas de longueur d'onde magenta. On ne peut pas faire un laser magenta. On peut faire du violet. Il n'y a pas de problème. On peut faire du bleu. On peut faire du rouge. On peut faire du vert. On peut faire des lasers verts. Mais on ne peut pas faire de laser magenta. Il faut 2 lasers. Un laser rouge et un... Ce qui, du coup, est 2 lasers. C'est débile. C'est pas un seul laser.
Et c'est vrai que c'est un peu étrange de voir un espace de couleur qui est défini comme, avec ses coordonnées en dehors de ce qui peut exister. Voilà. Ouais. Donc le sgamut 3.ciné qui n'est pas marqué ici chez les gens de Sony, je suis désolé, j'aurais dû mettre à jour avec les nouveaux espaces, il partage cette caractéristique aussi. Sa primaire verte, elle est carrément en dehors des couleurs existantes. Et c'est pas pour être allumé par une lumière quelconque réelle. C'est juste fait pour que globalement, gérer son gamut, gérer son espace de couleur, c'est choper le potard de SAT et grandir au rapetisser. C'est ça que ça donne un outil extrêmement puissant pour l'étalonneur. C'est qu'en augmentant ou en baissant la saturation, il élargit le gamut de manière homothétique. Donc c'est quelque chose de précieux pour l'étalonneur. Ici, on voit en fait une tranche. On voit en général, c'est marqué gamut dans les menus des caméras, dans les menus des logiciels. On voit le terme gamut écrit. Mais gamut, c'est pas que les couleurs en réalité. Vous savez très bien qu'une couleur peut être sombre ou claire. On peut dire c'est rouge, mais on peut dire rouge clair ou rouge foncé. Vous me suivez là-dessus. En fait, pour nous, pour l'œil humain, une couleur, c'est plus que simplement la teinte. C'est aussi la luminosité, la luminance. C'est important de prendre ça en compte. Donc le gamut, c'est tout ça. C'est pas juste un plan. Un vrai gamut, ce qui est un gamut en réalité, c'est un volume. Et donc ici vous avez le REC 709, ce petit triangle qu'on avait vu aussi, mais cette fois-ci représenté en image de synthèse et avec la dimension verticale qui est la luminosité. Vous reconnaissez le noir en bas, le blanc en haut, et puis toutes les couleurs au milieu. Et donc ça fait une sorte de patate. Hein, ça va, c'est normal, c'est la forme que c'est supposé avoir. Et évidemment, c'est pas très utile ça au quotidien de connaître cette patate ici, mais c'est pour rappeler justement ce qu'est ce volume. Ce sont toutes les couleurs qu'on peut afficher sur un écran. On peut garder l'écran éteint, on peut l'allumer à fond, on peut l'allumer à moitié, en rouge, en vert, en bleu. Voilà, toutes ces couleurs-là sont possibles. Et puis c'est ce qu'une caméra doit faire, départager aussi toutes ces luminances et toutes ces chrominances. Donc maintenant que j'ai introduit ici cette version en volume d'un espace de couleur, si on compare l'espace de couleur de la SD par exemple, le BT601 et le BT709, SD, HD, vous verrez, c'est quasiment la même patate. Il y a un petit pouillème, tu sais, quand vraiment t'épluches au pixel près, hop, voilà, peut-être du côté des rouges, c'est pas tout à fait la même primaire, mais c'est subtil comme différence, c'est presque la même. Si on compare par contre le BT709 contre le BT2100, le nouvel espace de couleur, le HDR, les gars, vous êtes venus pour ça, hein, si tout le monde suit. Là, il y a une grosse différence. Et donc, je crois que ça, c'est un document Sony d'ailleurs, non ? Si je me souviens bien. Il est chouette ce document parce que justement lui il met en relation la chromaticité, donc ce qu'on voit souvent généralement marqué comme le gamut, hein, donc les couleurs et la luminance. Et donc quand on met ces deux choses en volume, on voit que c'est beaucoup plus. C'est pas juste ce petit triangle qui paraissait un peu plus grand. C'est beaucoup plus de couleurs qu'on peut distinguer ou afficher. La petite subtilité de ce graphique, outre le fait que c'est un document qui est pas vraiment très scientifique, il est fait un peu à l'emporte-pièce, ça se voit d'ailleurs, hein, c'est coupé à l'emporte-pièce, c'est que l'échelle verticale va ici de 0 à 10 000. Et donc pour remplir tout ce volume, il faut donc avoir un téléviseur capable d'afficher 10 000 nits. Ce serait semblant. Et ça c'est parce que dès les premiers travaux de Dolby, ils ont décidé de se fixer une sorte de limite lointaine. Voilà. Un jour, on aura des écrans capables de monter jusqu'à 10 000 nits. 10 000, ça fait pas peur à la nature. Hein. Croyez pas que ça soit très fort. On est vite à 200 000 nits dans la nature, dans la vraie nature. Un objet blanc, bon, vous le savez, quand on va à la plage, hein, on met des lunettes carrément. La brillance est telle que ça peut endommager nos yeux. Donc ça, c'est parce qu'on rentre dans les centaines de milliers de nits. Alors, est-ce qu'il faut aller jusque-là en projection ? Sûrement pas. Mais un extérieur jour ordinaire, dans les 5-6 000 nits, ça peut exister. Et une brillance dans cet extérieur jour ordinaire, cette brillance, ça sera sûrement autour de 10 000. Donc l'idée, c'est d'anticiper sur une norme capable d'accommoder toutes ces luminances jusqu'à 10 000 nits. Dans la vraie vie, vous savez peut-être de ces moniteurs qui sont ici, ça plafonne plutôt autour de 1000 nits. Ça, c'est la moyenne. Mais j'attire peut-être votre attention sur l'échelle qui est à gauche. Est-ce que vous voyez où est le 1000 par rapport au 10 000 ? C'est l'étage juste en dessous. Okay, ne jamais oublier ça. Ces nombres grandissent très vite parce que c'est des nombres qui sont linéaires justement. Ils fonctionnent comme la nature fonctionne, c'est de l'énergie, c'est le nombre de watts. 10 000, c'est plus de watts que 1000, c'est bête. Mais 10 000 ne nous paraît pas 10 fois plus lumineux que 1000. En fait, 10 000 nous paraît peut-être juste 2 fois plus lumineux, visuellement. Pardon, je tape les choses. Ça va, ça tient le coup ?
C'était un petit peu technique, je sais, mais c'est voilà, pour montrer vraiment ce qui se passe. C'est ça, quoi. C'est ça qui est en train de se passer. Et ça, c'est un peu différent de juste plus de pixels. Ça, globalement, c'est toutes les couleurs que peut adopter chacun de ces pixels. Alors, en plus, ça arrive en même temps que le 4K. Ça, évidemment, ça gâche rien. Mais c'est pas directement lié à ça. C'est la qualité.